Avant l'aube, le 6 juin 1944. Un jeune officier de marine allemand se tenait dans un poste d'observation, en béton, à la batterie de Crisbeck, sur la côte normande. Lieutenant zur See, Walter Homsen, leva ses jumelles Zeiss et scruta la ligne sombre, où la mer rejoint le ciel. Le verre tremblait entre ses mains. On lui avait dit que la Manche les protégerait. On lui avait dit que les Alliés ne pourraient même pas rassembler assez de navires. Ce qu'il voyait contredisait tout. Tout l'horizon bougeait, de l'acier d'un bout à l'autre. Pas une flotte, un continent porté par la mer. Les chiffres dépassaient les hypothèses allemandes. Presque 7000 navires. Des navires de guerre, des bateaux de débarquement, remorqueurs, navires marchands, dragueurs de mines, des équipages de 8 nations alliées. À la première lueur, les ordres arrivèrent à la batterie. Ouvrez le feu. Les canons tchèques Skoda, de 210 mm, claquèrent et lancèrent leurs premiers obus. Des gouttes d'eau face à une tempête qui approche. Des croiseurs américains répondirent. Et le cuirassé USS Nevada répondit aussi. Le destroyer USS Cory serait perdu ce matin-là. Homsen et ses hommes étaient devenus les premiers artilleurs allemands à ouvrir le feu sur l'invasion à l'ouest. Ce qu'il observait dans le télémètre n'était pas seulement une armada. C'était une équation. De la puissance industrielle transformée en navires, en carburant, en obus, en radio et en équipages entraînés. Les mathématiques de la défaite avançaient à quelques nœuds. La transformation avait commencé. Quelques heures plus tôt, à La Roche-Guyon, sur la Seine, l'état-major du groupe d'armée B se débattait, avec des rapports fragmentaires. Le maréchal Erwin Rommel était en Allemagne pour l'anniversaire de sa femme. Il pensait que le temps tiendrait tout débarquement à distance. Son chef d'état-major, le général Hans Speidel, écoutait tandis que des messages arrivaient après minuit. Des parachutes au-dessus du Cotentin. Des transports de troupes par milliers. La 7e armée a relayé des appels de plus en plus pressants. Le général Erich Marx, vétéran du front de l'Est, a perçu le danger. Mais il n'a pas saisi l'ampleur. La planification allemande avait évalué la force alliée en fonction de la production allemande. C'était l'erreur. L'aube a apporté le second choc. Des tirs navals à une échelle qu'aucune unité allemande n'avait connue. 5 cuirassés. Des dizaines de croiseurs. Plusieurs dizaines de destroyers. L'USS Texas, à lui seul, a tiré des centaines d'obus de 14 pouces, chacun pesant plus d'une demi-tonne. En 1 heure, un seul navire a livré plus de tonnage explosif que bien des régiments allemands n'en gardaient dans leurs dépôts. Avant même que la première embarcation ne touche le sable, les navires alliés avaient déversé des dizaines de milliers d'obus sur les défenses côtières. Position fracassée, fils coupés, nerfs brisés. Puis le ciel s'est rempli. Ce jour-là, les avions alliés ont effectué presque 15 000 sorties. Chasseurs, chasseurs bombardiers, bombardiers moyens, bombardiers lourds. La Royal Air Force et les United States Army Air Force avaient gagné la suprématie aérienne avant la première vague. La Luftwaffe n'a pu mener que quelques centaines de sorties dans toute la France. Le major Joseph Priller et son ailier ont effectué une seule passe de mitraillage au-dessus de Sword Beach. Ils ont fui devant des essaims de chasseurs alliés. La puissance aérienne était devenue un plafond de fer. À Omaha Beach, les premières vagues américaines ont posé le pied en enfer. La 352e division d'infanterie allemande tenait de fortes positions sur les hauteurs, des nines de béton aux champs de tir croisés. Au Widerstandsnest 62, Heinrich Severloh servait une MG-42 et affirmera plus tard avoir tiré plus de 12 000 coups. Il a vu des hommes tomber, se relever, puis retomber. La marée emportait des corps. Pendant un temps, il a semblé que le mur tiendrait. Puis les destroyers américains ont changé la donne. Alors que la tête de pont était au bord de l'effondrement, les commandants ont poussé leurs navires tout près, à environ 1000 yards du sable. USS McCook, USS Carmick, USS Doyle, USS Frankford. Des canons de 5 pouces
crachaient à bout portant. Sur la passerelle, les officiers repéraient chaque embrasure. Les obus remontaient les pentes. Ils brisaient le béton. Ils faisaient taire les canons. Au diable le risque. Si l'un était perdu, le suivant prenait sa place. Pour les Allemands, les navires étaient des trésors rares. Pour les Alliés, c'étaient des instruments. On les poussait à bout, puis on les remplaçait. Les chalands de débarquement continuaient d'arriver, vague après vague. Des péniches de débarquement de chars amenaient des Sherman directement sur la plage. Les grands navires de débarquement de chars s'échouaient. Ils abaissaient leurs portes d'étrave. Ils livraient des compagnies entières de blindés. Les camions amphibies DUKW gagnaient la plage à la nage. Ils filaient directement vers l'intérieur avec des munitions et des rations. Des bulldozers ouvraient des sorties. Les sapeurs faisaient sauter des brèches dans les barbelés. À la tombée de la nuit, environ 156 000 soldats alliés étaient à terre, la plupart par la mer, beaucoup par parachute et planeurs. Les véhicules se comptaient par dizaines de milliers. Les chars se comptaient par milliers. Les approvisionnements se mesuraient en milliers de tonnes. En une seule journée, les contre-attaques allemandes se traînaient dans cette machine. La 21e division Panzer était la seule force blindée, assez proche pour frapper le jour J. Elle s'est mise en mouvement en fin d'après-midi. Ce qui aurait dû être une poussée rapide est devenu une procession lente et mortelle. Les attaques aériennes clouaient les colonnes aux haies. Des observateurs avancés appelaient les tirs navals. Ils tombaient à l'intérieur des terres avec une précision stupéfiante. Le vieux cuirassé britannique HMS Warspite tirait des obus de 15 pouces depuis des miles au large. Un acier capable de fendre n'importe quel blindage fabriqué en Allemagne. Le message atteignit chaque commandant de bataillon. Se déplacer de jour, c'était du suicide. Le 7 juin, la reconnaissance allemande ramena des photos que l'état-major ne voulait pas accepter. Les Alliés construisaient des ports. Ils ne les capturaient pas. Quais préfabriqués, caissons Phoenix, brise-lames Gooseberry faits de navires sabordés, chaussées flottantes qui montaient et descendaient avec la marée. En moins d'un mois, les ports Mulberry traitaient des milliers de tonnes de cargaison chaque jour. Le mur de l'Atlantique avait été conçu pour interdire l'accès aux ports. Les Alliés avaient supprimé le besoin de ports. La campagne de tromperie avait fonctionné comme prévu. L'opération Fortitude retenait les réserves allemandes au pas de Calais, dans l'attente de l'armée fictive du général George Patton. Des semaines passèrent. De vraies divisions saignaient en Normandie. Quand la vérité devint impossible à nier, il était trop tard. Le maréchal Gerd von Rundstedt aurait dit au maréchal Wilhelm Keitel : « Faites la paix, imbécile. Que pouvez-vous faire d'autre ?» Il fut relevé peu après. Rommel rencontra Hitler à Margival le 17 juin et exposa les faits. Suprématie aérienne, alliée. Pénurie de munitions. Des divisions à un tiers de leur effectif. Aucune retraite autorisée, dit Hitler. Rommel repartit en connaissant l'issue. Moins d'un mois plus tard, après le complot de juillet, il serait forcé de prendre du poison. La campagne se poursuivit. Caen, brûlé sous les bombardiers lourds. Les forces britanniques et canadiennes affrontèrent la division SS Hitler Youth et la brisèrent par des feux massés et une pression implacable. Les forces américaines transformèrent les haies en laboratoire d'improvisation. Des pointes soudées à l'avant des chars, des radios dans chaque section, de l'artillerie sur simple appel en quelques minutes. Puis vint l'opération Cobra, un bombardement en tapis près de Saint-Lô, des milliers de bombardiers lourds, moyens et chasseurs-bombardiers en un seul coup concentré. Le choc fut physique et psychologique. Le feu ami a tué des soldats américains, dont le général de corps d'armée Leslie McNair. L'attaque a quand même brisé la ligne allemande. La percée est devenue une poursuite. La poche de falaise s'est refermée comme une porte d'acier. Les unités allemandes se sont effondrées en une retraite précipitée. Des dizaines de milliers ont été tués ou capturés. Des centaines de chars et de canons d'assaut ont été perdus. Des colonnes de camions et de chevaux
ont saturé les routes. Des chasseurs bombardiers alliés en ont fait des champs de débris. Les survivants qui se sont échappés l'ont fait en hommes dispersés, pas en formation organisée. Après la guerre, des officiers allemands ont tenté d'expliquer ce qu'ils avaient affronté. Ils ont parlé d'une nouvelle forme de guerre, pas un duel de division, plutôt une rivalité d'usines. En 1944, les États-Unis ont construit des avions par dizaines de milliers, des chars par dizaines de milliers, des camions par centaines de milliers, des munitions par milliards de cartouches. La Grande-Bretagne et le Canada en ont ajouté encore davantage. Ajoutez la production de l'Union soviétique et le rapport devient saisissant. À la fin de 1944, l'avantage de production alliée était d'environ 5 contre 1. Pour les camions, 10 contre 1. Cet écart a déferlé sur les plages de Normandie. La technologie a élargi l'écart. Les fusées de proximité ont rendu le tir antiaérien mortel. Le tir dirigé par radar a mis les obus sur la cible dès les premiers coups. Le DUKW a transformé l'eau en route. Les blindés spécialisés britanniques, surnommés les Funnies de Hobart, ont déminé, jeté des ponts, écrasé les barbelés et fait sauter des bunkers. Le génie a remplacé le sang partout où c'était possible. Le tir naval est devenu une présence redoutée. Si une batterie allemande se dévoilait, un navire à des kilomètres répondait par de l'acier lourd. Les navires avançaient. Les navires ajustaient. Les navires ne tombaient pas à court. Des hommes comme Walter Homsen, Hans Speidel et bien d'autres ont gardé ce souvenir. Ils avaient vu un système industriel s'assembler sous leurs yeux. Des navires, des avions, chars, bulldozers, radios, médecins, cuisiniers. Des équipes de relève attendaient juste au-delà de l'horizon. Le courage comptait, la tactique comptait. Mais en Normandie, la force décisive, c'était une masse de matériel et les moyens de les soutenir. Les Allemands s'étaient préparés à combattre des soldats. Le jour J, ils ont affronté une économie en guerre.